Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Un autre regard. Ce soir, nous larguons les amarres vers un univers fascinant et inquiétant, celui des créatures marines de légende. Depuis la nuit des temps, les océans sont un territoire de mystère, de frayeur et de merveille. Sous leur profondeur se cacheraient, dit-on, des monstres titanesques, des serpents gigantesques, des femmes poissons aux chants ensorcelants. Des bêtes capables d'engloutir un navire d'un seul coup de nageoire. Bien avant les sous-marins et la science moderne, les marins, isolés des semaines durant sous des mers parfois déchaînées, notaient scrupuleusement dans leurs journaux de bord ce qu'ils voyaient. Des formes colossales, des ombres mouvantes, des créatures à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar. Et ces récits, gravés dans l'encre et la peur, allaient nourrir les mythes les plus persistant de l'histoire humaine. Alors, dans l'imaginaire collectif, la mer n'a jamais été neutre. Chez les Grecs anciens, Poséidon, dieu des mers, était craint autant que vénéré. Les marins devaient lui offrir des offrandes avant chaque traversée pour apaiser ses colères, car une mer calme pouvait en un instant se changer en tombeau liquide. L'historien romain Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, évoquait déjà au 1er siècle après Jésus-Christ des monstres longs de plusieurs centaines de coudées, capables de détruire des embarcations. Mais c'est au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, que ces créatures prennent une forme précise. Elles sont dessinées, nommées et même situées. Les cartographes des XVIe et XVIIe siècles, à une époque où le monde restait en grande partie inexploré, ornaient les marges de leurs cartes de monstres marins. Sur la célèbre Carta Marina d'Oleaus Magnus, c'est 1539, conservée à Uppsala, on peut voir un serpent gigantesque s'enroulant autour d'un navire au large des côtes de la Norvège. Près de l'Islande, un autre monstre, mi-poisson, mi-dragon, bondit hors des flots. Sous ces images, l'auteur précise « Ces bêtes apparaissent souvent aux marins égarés dans les mers du Nord. Et leur rugissement résonne comme la fureur du tonnerre. » Sur la carte de Mercator, 1569, on lit cette annotation qui est devenue célèbre « Hic sunt dracones », ici vivent les dragons. Ce n'est pas un effet de style, c'était plutôt une mise en garde. Ces territoires inconnus étaient perçus comme dangereux, infestés de créatures dont la simple évocation glaçait le sang. Mais ces monstres marins, dessinés sur les cartes, ne sont pas que de simples ornements ou des fantaisies d'enlumineurs. Ils témoignent d'une peur bien réelle, d'un monde encore largement inconnu, où les marins affrontaient chaque jour les mystères de l'océan. À une époque où l'horizon semblait être la frontière du monde, le moindre remous, le moindre ombre sous les vagues, pouvait devenir présage de naufrage ou signe d'un courroux divin. Alors, ces figures fantastiques, figées sur le parchemin, prenaient vie dans des récits des navigateurs. Les cartes donnaient forme à l'invisible, mais ce sont les journaux de bord, les cris dans la tempête et les silhouettes aperçues entre deux éclairs qui ont vraiment nourri la légende. Du calamar géant lové dans les abysses nordiques à la sirène des tropiques chantant la perdition, ces monstres marins sont nés de la rencontre entre l'imagination humaine et les forces indomptées de la mer. Et si certains y voyaient de simples inventions pour combler l'inconnu, d'autres affirmaient, plumes tremblantes, avoir vu de leurs yeux ces êtres sortis du chaos aquatique. Alors laissons les cartes derrière nous et embarquons à présent dans le sillage des témoignages, capitaines, pêcheurs ou explorateurs, qui jurèrent avoir croisé ces créatures au large des mers du Nord, des Antilles
ou même du Pacifique. Par quelle créature commencer ? Eh bien, j'ai choisi le serpent de mer. Parmi les créatures, le serpent de mer est sans doute la plus universelle. On en trouve des récits dans presque toutes les cultures maritimes. Alors, le missionnaire norvégien Enseguedé, dans son journal du 6 juillet 1734, rapporte avoir vu un large serpent au large du Groenland. Il cite une bête monstrueuse dont la tête, haute comme un mât, sortait des eaux. Son dos immense paraissait couvert d'écailles et elle soufflait de l'eau comme une baleine. Alors, plus d'un siècle plus tard, c'est le 6 août 1848, que le capitaine Peter McQuay, commandant du navire de guerre britannique le HMS Daedalus, observe entre Sainte-Hélène et le Cap une créature longue d'environ 20 mètres glissant rapidement sous la surface. Dans son rapport officiel adressé à l'amirauté, il écrit « Nous vîmes distinctement la tête et la partie antérieure d'un animal semblable à un serpent, se mouvant avec une puissance extraordinaire. » Le rapport, publié dans The Times de Londres le 9 octobre 1848, précise même « Il se mouvait avec la grâce d'un serpent, son corps noir brillant, se soulevant et s'abaissant à intervalles réguliers. » Alors, ce témoignage d'un officier de la Royal Navy fit sensation. Le musée britannique demanda même une enquête officielle. Mais aucune preuve tangible ne fut apportée. Ni peau, ni ossements, ni même photographie, à une époque où l'image commençait pourtant à s'imposer. Autre cas célèbre qui survient en 1875 quand le navire marchand Pauline, qui est originaire de Liverpool, commandé par le capitaine George Drevard, aperçoit au large de Sainte-Hélène un monstre enroulé autour d'une baleine vivante, se livrant à ce qu'il décrit comme un combat titanesque. Le rapport, là aussi transmis à l'amirauté, décrit un large corps de la largeur d'un baril, une peau très sombre et luisante et une gueule qui mordait la baleine au flanc. Alors, l'incident aurait eu lieu en avril 1875 dans l'Atlantique Sud, à environ 5 degrés de latitude sud et 35 degrés de longitude ouest, donc non loin de l'île de Sainte-Hélène. Le récit, transmis au Zoological Society of London, a publié dans la presse britannique, notamment dans le Illustrated London News, le 13 décembre 1975. Il y affirme avoir observé avec plusieurs membres de son équipage cette créature. Et voici les termes issus du rapport. Nous vîmes distinctement la tête et au moins 12 mètres du corps d'un grand animal noir et luisant, enroulé 2 fois autour du corps d'une grande baleine. La créature semblait serrer la baleine à mort, tandis qu'elle frappait l'eau de sa queue. Après quelques minutes, la mer se teinta de sang et la bête relâcha sa proie, avant de disparaître avec elle dans les flots. Drevard précisa également que la tête du monstre ressemblait à celle d'un serpent ou d'un élan marin et que son mouvement était souple, puissant, non saccadé comme celui d'un poisson. Alors là, les descriptions varient car parfois on parle d'un cou semblable à celui d'un cygne, parfois celui d'un corps annelé ou encore d'une peau noire et luisante. Mais en tout cas, un point demeure, la conviction absolue des témoins. Les zoologues modernes avancent bien sûr plusieurs hypothèses. La confusion avec des baleines à bosse, dont la nage synchronisée peut donner l'illusion d'un long corps sinueux, des troncs d'arbres qui dériveraient ou des carcasses de requins en décomposition. Et pour certains, la persistance d'une espèce inconnue, un genre de reptile marin, relique du Crétacé. Alors bien sûr, les contemporains de nos marins furent partagés. Certains naturalistes pensèrent qu'il s'agissait d'une confusion avec un calamar géant, le Larchiteuthis dux, qui aurait effectivement pu s'enrouler autour d'un cétacé. Mais Drevard, lui, parle clairement d'un animal serpentiforme et pas de tentacules. D'autres y virent la description typique d'un serpent de mer des légendes nordiques, un long corps cylindrique, peau sombre et déplacements en arches successives. Et enfin, une hypothèse avancée dès 1876 par des zoologues britanniques suggère qu'il s'agissait d'un cachalot attaqué par un autre cachalot ou par un requin-baleine, les mouvements entrecroisés de ces deux créatures donnant l'illusion d'un serpent géant lové autour d'une baleine. Ce qui est étonnant, c'est que Drevard, qui était interrogé à plusieurs reprises, a toujours maintenu son témoignage jusqu'à sa mort. « Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était ni un poisson,
ni un mammifère connu, c'était un monstre d'un autre âge, comme si la mer avait ouvert un de ses tombeaux. Alors, contrairement à beaucoup de légendes marines, ce témoignage a été signé, daté et confirmé par plusieurs officiers du Pauline. Aucun des membres d'équipage n'a ensuite démenti le capitaine. L'affaire a d'ailleurs été reprise par Anthony Cornelius Oudemans dans son ouvrage The Great Sea Serpent, qui est sorti en 1892, où il la classe parmi les plus hautement crédibles. Autre monstre marin mentionné dans la Bible, le Léviathan. Alors, il est notamment mentionné dans le livre de Job. Le Léviathan est décrit comme un monstre marin gigantesque, couvert d'écailles, capable de produire des flammes ou de la fumée. Et il serait indestructible. Alors, les textes hébraïques insistent sur sa force et sa dangerosité. Qui peut ouvrir la gueule du Léviathan et la briser avec des crochets, demande la Bible. Eh bien, certains chercheurs modernes, là, ils voient une interprétation poétique d'un crocodile marin ou d'un grand reptile aquatique qui aurait disparu. Et d'autres pensent que ce fameux Léviathan symbolise la puissance chaotique de l'océan, un genre de mythe pour rappeler la fragilité humaine face aux flots. Quel monstre marin plus mythique que le kraken, la terreur du Nord. Alors, si le serpent de mer lui règne dans les eaux tempérées, le kraken hante les mers du Nord. Un mot d'origine norvégienne, krik, qui signifie un monstre ou un être tordu. Les premières mentions écrites remontent au XVIIIe siècle dans le manuscrit norvégien Le Miroir du Roi. Je vous ai passé la version originale. On y décrit un monstre de la taille d'une île, si vaste qu'un équipage entier pourrait s'y poser, croyant aborder la terre ferme avant que la bête ne s'éveille et ne les engloutisse. Les premières mentions remonteraient au XIIe siècle dans des récits des marins scandinaves et des fameuses sagas islandaises. Dans la saga d'Orvar Odr, il est question d'un monstre marin nommé Afgufa, un être si colossal qu'on le prenait souvent pour une île. Les navigateurs accostant sur son dos allumaient un feu et avant de voir la terre s'enfoncer doucement dans les flots. Et au XVIIIe siècle, le missionnaire danois Erik Pontoppidan, qui est l'évêque de Bergen, consacra plusieurs pages au kraken dans son Histoire naturelle de la Norvège, parue en 1752. Il décrit une bête si grande qu'elle paraît une île flottante et ajoute que son corps est entouré de bras et de cornes qui lorsqu'ils s'abattent sur un navire, le tirent au fond des mers. Il précise même que le kraken attire les poissons autour de lui, créant un tourbillon si puissant qu'aucun navire ne peut y échapper. Quand il replonge, la mer s'élève et tout disparaît. Alors, les navigateurs des mers du Nord parlaient souvent de mers bouillonnantes, de bras monstrueux qui surgissaient des profondeurs et de tentacules de la taille d'un mât de navire. Le kraken, en tout cas, symbolisait la peur absolue. Celui de l'invisible, de la force presque titanesque tapie dans l'abîme. Alors, certains récits rapportent des naufrages attribués à ce monstre. Alors, en 1680, un navire hollandais, The Provenance, aurait sombré au large de Lofoten après qu'une masse mouvante, semblable à un banc de sable, se fût mise à onduler sous la coque avant de tirer le navire définitivement vers les profondeurs. Longtemps considéré comme un mythe, ce mollusque a fini par être confirmé par la science au cours du XIXe siècle. Donc en 1857, il y a un naturaliste danois, donc Jepetus Strenstrup, qui étudie en fait les restes d'immenses tentacules échoués sur une plage islandaise. Il démontre qu'ils appartenaient à une espèce inconnue, un véritable calamar géant. Quelques années plus tard, en 1973, au large de la Terre-Neuve, des pêcheurs découvriront dans leur filet un spécimen de plus de 10 mètres de long dont les ventouses étaient cerclées de crochets. Alors, les descriptions rapportées par les marins d'autrefois, les yeux de la taille d'un bouclier, des bras monstrueux, le corps translucide, correspondent étrangement à ce que la science allait confirmer plus tard. Donc, ces fameux calamars géants d'aujourd'hui sont observés grâce à des caméras sous-marines et peuvent atteindre facilement 13 à 15 mètres pour les plus grands spécimens. Leurs yeux font plus de 30 cm de diamètre et sont les plus grands du règne animal. Leur bec, dur et tranchant comme une corne, peuvent briser la chair d'un cachalot
Et leurs tentacules, munis de ventouses bordées de crochets chitineux, exercent une pression phénoménale. De quoi immobiliser un poisson ou endommager la coque d'une barque. Donc les scientifiques, en tout cas, y voient aujourd'hui les origines du calamar géant. Mais alors ce kraken est-il simplement un calamar géant mal interprété ? Peut-être pas entièrement en fait. Les récits anciens évoquent parfois des dimensions qui sont encore plus extravagantes. Des monstres capables d'encercler entièrement un navire de guerre. Certains témoins du XIXe siècle, notamment le capitaine Pierre Denis de Montfort, décrivent dans ses mémoires sur les mollusques, 1802, un poulpe colossal ayant attaqué un navire français, la Marie Céleste. Il faut faire attention, il ne s'agit pas de confondre avec la fameuse Marie Céleste, le navire fantôme qui a disparu au large du Sénégal. On parle d'une autre Marie Céleste. Alors le Denis de Montfort, il affirme avoir vu des traces de ventouses gigantesques sur les coques remontées à la surface. Et il écrivait « Il n'est pas déraisonnable de penser qu'un animal d'une telle force puisse tirer par le fond un abattement de 100 tonneaux. » Alors les sceptiques y virent un délire romantique, mais les pêcheurs de Norvège et les capitaines du Pacifique, en tout cas, continuent de raconter les mêmes scènes. Un corps massif, un grondement dans l'eau, un navire soudain stoppé et des cordages arrachés comme si c'était de simples fils. Aujourd'hui encore, dans les profondes fosses marines, notamment la fosse de Kermadec ou celle des Mariannes, on sait que ça abrite des espèces de calamars géants, voire même colossaux, qui sont encore plus massifs que l'architeuthis qu'ils avaient trouvé. Certains peuvent dépasser 500 kilos avec des tentacules hérissés de crochets tournoyants. Alors que les anciens disaient avoir vu le kraken surgir des eaux, peut-être n'avaient-ils pas entièrement tort, peut-être avaient-ils simplement exagéré ce qu'ils avaient entrevu. Une créature réelle, mais si étrange à notre monde terrestre qu'elle semblait surnaturelle. Alors, le kraken reste aujourd'hui une frontière floue finalement entre la science et le mythe, un pont entre le cauchemar des marins d'autrefois et les abysses encore inexplorés de notre planète bleue. Mais en tout cas, pour les marins scandinaves, le kraken restait une créature presque divine, symbole du chaos et certainement gardien des abysses. Vous êtes toujours sur Radio G Angers 101.5 FM, vous nous écoutez sur la FM, en DAB+, ou sur le site internet www.radio-g.fr. Et nous discutons des créatures marines légendaires. Alors on reste dans le nord, et dans les sagas nordiques, on a également un autre monstre, on a le Lingbark. Donc les marins rapportaient qu'en se rapprochant pour jeter l'ancre, cette fameuse île, encore l'idée de cette île, se déplaçait dans les flots et engloutissait de rage bateaux et hommes. On en parle notamment dans beaucoup de récits en fait islandais. Il y avait devant nous une terre qui semblait vivante. Chaque vague faisait onduler son dos et lorsqu'elle plongea, nous fûmes secoués par un tourbillon. Donc l'hypothèse qu'on nous offre aujourd'hui, c'est un banc de calamars géants ou de phoques qui pourrait expliquer ces illusions. Et les courants et les vagues pourraient aussi créer des effets d'optique qui donnent cette impression d'une île en fait mouvante. Alors, autre créature marine mythique qui ont été découvertes récemment dans les temps modernes, si je vous parle du globster. Alors, qu'est-ce que le globster ? Ça désigne en fait des masses de chair non identifiées qui sont mystérieusement échouées sur les plages. Alors, on a plusieurs exemples célèbres. On a le Glosmer de Tasmanie, donc c'est en 1960. Il est découvert sur une plage de Stanley, en Tasmanie. Il mesure plusieurs mètres de long et est constitué d'une masse charnue luisante, sans yeux ni tête identifiable. Alors, les habitants, bien sûr, crurent voir le cadavre d'un monstre marin inconnu. Après des analyses, en fait, il s'agissait d'une carcasse de cachalot décomposée. Mais l'apparence étrange et les dimensions impressionnantes alimentèrent les récits locaux. Il y a eu aussi en 1896 le globster de Nova Scotia. Donc ça, c'est un corps long de 7 mètres qui échoua sur une plage de la Nouvelle-Écosse. Les témoins découvrirent des fibres recevant des cheveux, un détail qui est quand même intriguant et qui fait penser à un monstre un peu mythique. Alors les scientifiques, en tout cas de l'époque, conclurent à des débris d'un genre de cétacé en décomposition, probablement un rorqual ou un cachalot. Et plus récemment, en Chili, donc au Chili,
En 2003, une énorme masse de chair flottante a été photographiée et filmée par des pêcheurs au large de cette côte chilienne. L'étude génétique nous déclare effectivement qu'il s'agissait là encore d'un cachalot en état de décomposition avancée. Mais l'aspect visqueux et l'absence de structure reconnaissable avaient fait naître une véritable légende instantanée d'un nouveau monstre de mer. Alors pourquoi est-ce que ces amas inspirent les légendes ? Déjà par leur aspect informe et leur dimension impressionnante. Les lobsters peuvent atteindre plus de 10 mètres et peser plusieurs centaines de kilos. Ça impressionne de toute façon immédiatement les observateurs. Et puis, comme on est souvent dans un état de décomposition avancée, il n'y a plus de peau, il n'y a plus d'os, de nageoires, ça crée des formes qui sont complètement inexplicables et donnent l'impression de créatures un peu serpentifores ou hybrides. Et puis, avant la biologie moderne et l'ADN, en fait, chaque carcasse inconnue pouvait être interprétée comme un monstre marin potentiel ou un survivant de la préhistoire. Alors, les globsters, ils peuvent être vraiment vus comme l'héritage moderne des mythes anciens parce qu'ils sont probablement, effectivement, inspirés de ces histoires de kraken, de serpents de mer ou même de cétus dans les mémoires des marins. En tout cas, ils illustrent vraiment la façon dont la mer crée des illusions et nourrit l'imagination humaine depuis des siècles. Alors, aujourd'hui, l'étude des globsters permet quand même de mieux comprendre. Il y a le processus de décomposition des grands cétacés. Ils comprennent aussi mieux la manière dont les observations mystérieuses peuvent se transformer en mythes. Et puis, on connaît la fragilité de nos perceptions face à l'inconnu, en particulier dans l'océan profond. Et comme l'explique le biologiste Richard Ellis dans Monsters of the Sea, chaque globster retrouvé sur une plage nous rappelle que l'océan reste un espace mystérieux, capable de produire des visions qui défient notre compréhension et notre imagination. Je vous ai tiré encore quelques monstres un petit peu atypiques. Alors c'est vrai que dans le folklore écossais des Orcades, donc dans les îles Orcadiennes, on a ce qu'on appelle le stoorworm. Donc le stoorworm, c'est un serpent de mer gigantesque qui, selon la légende, pouvait encercler complètement des îles entières. Sa tête, bien sûr, crache du feu et de la fumée, et son corps peut être long de plusieurs kilomètres pour qu'il puisse effectivement carrément encercler toute une île. Et le mythe raconte qu'il a été tué par un héros local. C'est souvent un jeune garçon courageux ou un roi légendaire. En tout cas, le stoorworm représente la force destructrice et fascinante de l'océan et loue, on va dire, les qualités de courage des êtres humains contre ces conditions absolument extrêmes. Alors aujourd'hui, la combinaison de plongée profonde, les sonars, les caméras sous-marines et autres explorations robotisées permettent d'observer des animaux massifs de très près qui restaient souvent invisibles aux hommes. Alors si certaines créatures légendaires restent du domaine du mythe, beaucoup ont quand même, on a vu comme tout à l'heure, une base réelle, capable d'inspirer finalement les histoires les plus fantastiques. Mais toutes les créatures issues des flots ne naissaient pas du tumulte et de la fureur. Certaines, au contraire, se glissaient hors de l'écume avec une beauté troublante, presque surnaturelle. Elles ne fracassaient pas les coques, ne renversaient pas les navires. Elles séduisaient, fascinaient et parfois conduisaient les marins à leur perte sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour réfléchir à tout ça avec le groupe Dropkick Murphys et avec un titre aux allures de chant marin, I'm Shipping Up to Boston. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Après les monstres aux tentacules gigantesques, aux mâchoires capables d'engloutir un bateau entier, voici venir un autre genre de menace, plus insidieuse, plus humaine, une tentatrice. Les hommes qui ont parcouru les océans depuis la nuit des temps racontaient avoir aperçu, entre deux vagues, la silhouette d'une femme à la chevelure ruisselante, son chant se mêlant au vent salé. Alors, est-ce le reflet du désir ou la manifestation d'un ancien mythe gravé dans les mémoires des mers? De l'Odyssée d'Homère au récit des marins du XVIIIe siècle, les sirènes ont toujours occupé cette frontière fragile entre le rêve et la damnation. Elles symbolisent à la fois la beauté et la mort, la promesse du merveilleux
et le vertige de l'abîme. Car si les monstres marins incarnaient des peurs de l'inconnu, les sirènes représentent une autre forme de danger, celle qui naît du cœur humain et sa fascination pour ceux qui le dépassent. Et au fil des siècles, ces voix venues du large continueront d'envoûter les navigateurs, les poètes et même les savants. Alors, difficile d'évoquer la mer sans parler des sirènes. Chez Homère déjà, dans l'Odyssée, elles charment Ulysse pour leurs chants envoûtants, promettant la sagesse du monde à quiconque les écoute. Mais les marins du Moyen-Âge les craignaient comme des messagères de mort. Donc, les sirènes sont depuis les premiers récits maritimes le symbole le plus ambigu des profondeurs. Mi-femme, mi-créature aquatique, elles incarnent à la fois la beauté irrésistible et la menace invisible. Mais avant d'être ces femmes poissons finalement, aux longues chevelures d'algues popularisées par les contes et les peintures du XIXe siècle, les sirènes furent tout d'abord bien différentes. Dans la mythologie grecque, les premières sirènes ne vivaient pas sous les flots, mais sur des îles rocheuses perdues dans la mer Égée. Elles étaient représentées comme des femmes à corps d'oiseau, gardiennes d'un savoir ancien, filles du fleuve Achelous et d'une muse. Leur chant, disait-on, révélait la vérité du monde, mais aucun homme ne pouvait l'entendre sans se perdre. Homère, dans l'Odyssée, les décrit comme des entités dont la voix envoûte Ulysse et son équipage, les attirant vers des récifs acérés. Pour résister, Ulysse se fait attacher au mât de son navire, tandis que ses marins, les oreilles bouchées de la cire, ramaient en silence. Alors avec le passage des siècles, leur apparence s'est transformée. Au Moyen-Âge, sous l'influence des croyances chrétiennes et des légendes nordiques, les sirènes sont devenues mi-femmes, mi-poissons. On les retrouve sculptées sur les chapiteaux d'églises romanes, comme à Vézelay ou à Autun, tenant parfois un miroir ou un peigne, symbole de vanité et de tentation charnelle. Leur représentation évolue alors du mythe antique au péché médiéval. Elles incarnent la luxure et la perte de l'âme. Alors, les récits des sirènes ne sont pas cantonnés aux mythes anciens. Dans de nombreux journaux de bord, entre le XVIe et le XIXe siècle, des observations étranges sur toutes les mers du monde sont rapportées. Alors ainsi, le 9 janvier 1493, Christophe Colomb note dans son journal de bord près des côtes de l'actuelle République dominicaine: « Ce jour, les hommes virent 3 sirènes qui sortirent fort haut de leur mer. Mais elles n'étaient point aussi belles qu'on les peint, car leur visage avait quelque chose d'humain. » En 1608, Henry Hudson, célèbre explorateur du Grand Nord, rapporte lui aussi la vision d'une sirène au large de la Norvège. Ce jour, 2 hommes de mon navire virent une femme nageant près du bord, le dos et les seins découverts, aussi blancs que neige. Alors, l'équipage, terrifié, prit l'apparition pour un mauvais présage et quelques jours plus tard, une tempête endommagea le navire. Alors, ces récits, qui sont loin d'être isolés, se retrouvent dans de nombreux journaux de bord britanniques, hollandais, français, souvent associés à des épisodes de naufrage ou de disparition en mer. Le capitaine Richard Whitbourne, en 1610, raconte avoir vu une sirène dans le port de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il décrit une créature au visage de femme, mais aux mains palmées, à la peau pâle et aux yeux d'un vert profond. Dans les années 1730, le marin Hans Egede, missionnaire danois au Groenland, affirme avoir observé un être à la fois semblable à celle d'un homme, mais dont le corps se terminait en queue de poisson. Alors, les sirènes sont décrites sous de multiples formes selon les époques et les régions. Certaines sources nordiques, notamment les sagas islandaises, les décrivent comme de véritables nymphes des mers, la peau claire, les yeux bleus, aux longs cheveux couleur de lin, chantant sur les rochers pour annoncer les tempêtes. En Écosse, leur équivalent, la selkie, pouvait quitter sa peau de phoque pour devenir femme sur la terre ferme. Et si un homme volait cette peau, elle restait prisonnière du monde des humains. Ça vous rappelle peut-être un certain conte. Dans la mer du Sud notamment, dans les récits de marins portugais et espagnols, les sirènes apparaissent avec des écailles d'un vert profond, parfois serties de reflets d'or, et leur chant semble imiter le bruit des vagues.
On leur attribue le pouvoir d'hypnotiser les hommes, de provoquer des états de transe ou de folie maritime. Un phénomène que certains historiens modernes associent à la fatigue extrême, à la soif et à des hallucinations visuelles causées par la lumière et la mer. Alors, quelles sont les hypothèses pour expliquer l'origine de ce mythe des sirènes? Alors, le premier qu'on pense, c'est la confusion zoologique, c'est-à-dire qu'effectivement, des lamentins, des dugons ou des phoques auraient pu être pris de loin pour des créatures humaines. Leur manière d'allaiter leurs petits en position verticale aurait pu évoquer une femme qui tient son enfant dans les bras. Et puis, si on cherche plus loin, il y a beaucoup de symbolisme derrière. Alors, pour les anthropologues, la sirène pourrait représenter l'archétype de la déesse mère aquatique présente dans de nombreuses cultures. Atargatis en Syrie, Yamanja dans les cultures afro-brésiliennes, Mamiwata en Afrique de l'Ouest. Alors, ces divinités qui sont féminines et marines sont souvent associées à la fertilité, mais aussi à la mort et à la renaissance. Donc un genre de symbolisme du féminin sacré. Pour les psychanalystes, la sirène incarne le désir et la peur du féminin, l'attirance pour l'inconnu et la perte de contrôle. Les marins, isolés durant des mois sur des mers parfois hostiles, auraient projeté sur les vagues leurs angoisses, mais aussi leurs fantasmes. Et pour certains occultistes du XIXe siècle, comme Eliphas Lévy, ils évoquaient plutôt la possibilité de formes astrales ou d'élémentaux aquatiques, des genres de conscience liés à l'eau et capables de se manifester brièvement. Dans la tradition hermétique, la sirène correspond totalement à l'élément de l'eau, symbole de l'émotion et de l'intuition, un être liminal entre les mondes, tout comme l'humain est partagé entre l'esprit et la chair. Alors, dans les cartes marines du XVe et du XVIe siècle, comme celle d'Olaus Magnus, donc la carte Marina de 1539, là aussi, ça regorge de représentations de sirènes et de tritons. Elle y figure souvent dans les marges, entre les zones encore inexplorées, et symbolise une genre de frontière entre le connu et le merveilleux. Et sur la carte de Valar de 1547, il y a même une sirène qui apparaît au large du Brésil, qui tient un miroir et une conque, comme si elle observait les navires européens approcher de ses territoires. Alors, ces représentations, qui sont mi-cartographiques, mi-allégoriques, servaient à prévenir en tout cas les navigateurs. Là où apparaissaient les sirènes, la raison se perd, et la mer devient le royaume du mystère. Alors, ces créatures apparaissent aussi dans des chroniques de marins écossais et hollandais. En 1610, un pêcheur des Féroé affirme avoir capturé une femme de mer, restée vivante seulement 3 jours sur le rivage avant de périr. D'autres témoignages viennent d'Islande, d'Irlande. On parle des Selkie, des fameuses femmes phoques, capables de quitter leur peau pour danser sur la grève. En tout cas, les sirènes occupent toujours et depuis longtemps une place à part dans l'imaginaire collectif. Contrairement à d'autres créatures marines, leurs légendes ne s'enracinent pas uniquement dans la peur de l'inconnu, mais aussi dans une obsession millénaire pour la beauté, pour le mystère et la frontière entre les mondes. Alors, la première explication avancée, c'est le biologiste Philippe-Henri Gosse au XIXe siècle. Il affirmait, lui, que le mythe de la sirène est né d'une succession d'erreurs d'interprétation, de l'œil qui a été trompé par la distance et le rêve nourri par la solitude. Alors, cette hypothèse explique en tout cas bon nombre de récits qui s'étalent du XVe au XVIIIe siècle, à une époque où les marins pouvaient passer des mois sans voir une seule femme, dans des conditions psychologiques d'isolement extrêmes. Mais cette théorie, en tout cas, ne suffit pas totalement à tout expliquer. Certains témoignages évoquent quand même des créatures au visage humain, dotées d'une conscience capable de gestes, de regards, qui semblent quand même plus compliquées qu'une simple illusion. D'autres chercheurs ont vu dans la légende des sirènes les traces d'un souvenir collectif très ancien, remontant au temps préhistorique. Certaines théories évoquent l'existence d'un homme aquatique, une branche hypothétique de l'humanité ayant évolué près des eaux. Le biologiste marin Alistair Hardy proposa dans les années 1960 ce qu'il nomma l'hypothèse de l'aquaticité humaine. Selon lui, les humains auraient traversé une période d'adaptation semi-aquatique, expliquant notre aptitude à la nage, le perte des poils corporels et la présence de graisse
sous-cutanée comme sur les mammifères marins. Alors, sans prétendre prouver l'existence de véritables sirènes, certains anthropologues voient dans cette idée un fond de mémoire biologique, une réminiscence transmise sous forme de mythe, celle d'un peuple aquatique dont nous serions de lointains cousins. Alors, cette idée trouve un écho étonnamment dans plein de mythes anciens de nombreuses civilisations. Les Nomos, des Dogons de l'Afrique de l'Ouest, sont des êtres amphibiens venus des étoiles. Les Oannes de Mésopotamie seraient des dieux, mi-hommes, mi-poissons, enseignant aux hommes les arts et les sciences. Ou encore cette fameuse Atargatis, déesse syrienne à queue de poisson qui serait la mère des flots et des naissances. Si on prend une hypothèse plus psychologique, la mer est un miroir, dit-on, et les sirènes pour n'être que le reflet de l'âme humaine. Pour Carl Gustav Jung, le mythe de la sirène exprime un archétype du féminin aquatique, une force symbolique représentant l'intuition, la tentation et le retour au chaos primordial. Les marins isolés et confrontés à l'immensité projetaient leurs désirs et leurs peurs, les sirènes devenant des gardiennes du seuil, des messagères de l'inconscient collectif. Alors, dans cette lecture, leur chant ne vient pas des vagues, mais de l'intérieur de l'homme, un appel à se laisser submerger par ses émotions et à abandonner le contrôle rationnel. Alors, cette interprétation qui est psychologique rejoint parfois la mystique, parce que la sirène était un être de beauté et de péril, serait une métaphore de l'éveil spirituel, où la connaissance de soi passe par une épreuve de tentation et de perte. Je vous laisse méditer là-dessus. Pas oublier que dans de nombreuses traditions ésotériques et spirituelles, il y a beaucoup d'êtres élémentaires, d'élémentaux de l'eau. Donc on parle des ondines et des nymphes aquatiques, ce seraient des consciences invisibles parfois capables de se manifester brièvement aux humains, sensibles à leur fréquence. On parle de l'occultiste Paracels, donc 1493-1541. Lui, il en parle dans son Liber des Nymphis, en disant qu'elles habitent les rivières, les mers et les fontaines. Elles possèdent une âme pure et ignorent le péché, mais cherchent parfois l'amour des hommes pour obtenir la part d'humanité qui leur manque. Alors, selon cette vision, les sirènes ne seraient donc pas des créatures matérielles, mais des entités intermédiaires appartenant à un plan subtil de la nature. Leurs beautés hypnotiques et leurs chants symboliques symboliseraient la vibration même de l'eau, fluide de la mémoire et du rêve. Certaines traditions magiques affirment que ces êtres apparaissent lors d'alignements lunaires particuliers, lorsque les frontières finalement entre les mondes s'amincissent, notamment aux équinoxes et aux pleines lunes d'équinoxe, quand la mer est vivante. Alors même à notre époque contemporaine, parce qu'on se dit que ce sont peut-être des histoires du passé, les observations en tout cas persistent. En 2009, plusieurs pêcheurs israéliens du bateau le Kiryat Yam déclarent avoir vu une femme aux cheveux longs et au visage humain, qui se serait enfoncée dans les vagues après avoir sauté sur un rocher. Le maire de la ville allant offrir jusqu'à une récompense d'1 million de dollars à quiconque pourrait fournir une preuve tangible. Alors malheureusement, aucune vidéo, aucun échantillon biologique n'a confirmé ces affirmations, mais l'affaire en tout cas a eu un écho mondial. Et d'autres témoignages également viennent des îles Fidji, des Philippines ou de l'Afrique de l'Ouest, souvent mêlés à des traditions locales de divinités aquatiques féminines. Bref, partout le motif est le même, une présence fascinante entre rêve et réalité, liée à la mer, à la beauté et au mystère du chant. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes sur Un autre regard sur Radio G Angers et on continue notre exploration des créatures marines fantastiques. Et si les sirènes existaient vraiment? Imaginons un instant qu'une lignée d'hominidés ait évolué différemment. Non pas sur Terre, mais dans les océans. Leur corps, en tout cas, aurait dû s'adapter aux contraintes du milieu marin, alors comme l'ont fait les mammifères marins tels que le dauphin ou le lamantin.
Alors, à quoi ressemblerait une sirène si elle existait vraiment ? Eh bien, leur morphologie serait donc très éloignée de la représentation romantique des peintures du 19e. Faut oublier la femme à la chevelure flamboyante, à la peau diaphane. Une sirène plausible serait davantage en fait un être hybride entre l'humain et le cétacé. Son corps, bien sûr, serait fuselé, musclé, lisse. Il présenterait une forme hydrodynamique, proche de celle du phoque ou du dauphin pour réduire la résistance de l'eau. La peau serait épaisse et couverte d'un léger film huileux qui le protégerait du froid et des parasites marins. Alors, sa teinte irait plutôt du gris-bleu au vert sombre pour se fondre dans les reflets de la mer comme un camouflage finalement naturel. Le visage, qui serait peut-être encore vaguement humain, conserverait des yeux grands et noirs adaptés à la pénombre des profondeurs. La pupille pourrait être elliptique, comme celle des phoques, afin de gérer les variations de lumière entre la surface et les profondeurs. Les narines, situées sur le sommet du crâne, se fermeraient hermétiquement lors des plongées, un peu comme les évents d'une baleine. Quant à la fameuse queue de poisson, elle ne serait certainement pas couverte d'écailles chatoyantes façon Ariel la petite sirène, mais formée d'une puissante nageoire horizontale comme chez les mammifères marins, preuve d'une adaptation convergente. Cette queue serait très musclée, permettrait de longs déplacements et des plongées profondes à la manière un petit peu des orques. Leur système respiratoire aurait eux aussi évolué afin de supporter de longues apnées, peut-être 20 à 30 minutes sous l'eau, en ralentissant le rythme cardiaque et en stockant l'oxygène dans des muscles, à la manière finalement des éléphants de mer. Et puis sur le plan auditif, ces créatures devraient pouvoir percevoir les sons de basse fréquence, comme les baleines. Leurs chants, ou plutôt leurs cris, pourraient se propager à des kilomètres dans l'eau, donnant naissance aux légendes des chants envoûtants qui étaient rapportés par tant de marins. Et puis au niveau de leur intelligence, si elles avaient suivi la même voie que la nôtre, elles auraient pu se développer différemment. Une forme d'organisation sociale basée sur les sons, les mouvements et les échos. Un langage de l'eau plutôt qu'un langage des mots. Et si certaines populations humaines avaient croisé ces êtres à une époque reculée, apercevant un corps mi-humain, mi-cétacé, surgissant au crépuscule, on comprend aisément pourquoi les récits de sirènes ont pu naître, entre la fascination et la terreur. Alors, maintenant, en guise de réflexion, d'après vous, est-ce que les sirènes existent ? Peut-être pas comme on le voudrait notre regard rationnel, mais leur empreinte, en tout cas, a traversé les siècles avec une constance troublante. Alors qu'elle soit une méprise, un symbole archaïque, une projection de l'inconscient ou de manifestations subtiles, en tout cas, elles témoignent toutes d'une même chose. La mer garde toujours ses secrets. Et si les sirènes avaient toujours existé, non pas dans les flots, mais dans notre mémoire collective, dans ce besoin humain de croire que les eaux, dans leur profondeur, abritent autre chose que le silence, quelque chose qui nous regarde et qui nous appelle encore. Ce sont aussi le miroir des peurs et des désirs humains. Elles ne sont pas seulement des légendes, elles sont le reflet de notre rapport à la mer. Elle est à la fois nourricière et dévorante, familière et insondable. Leur image a traversé les siècles, des temples grecs aux cartes marines de la Renaissance, des journaux de bord aux récits romantiques, en tout cas toujours insaisissables, toujours changeantes. Et aujourd'hui encore, dans certains ports d'Islande ou des Antilles, on raconte que les nuits de pleine lune, on peut entendre un chant venu du large. Un chant si beau, si pur, qu'il faut résister à l'envie d'y répondre. Car, dit-on, quiconque répond à l'appel de la sirène ne revient jamais vers la rive. Alors que nous refermons notre plongée dans les profondeurs mystérieuses des océans, il apparaît clairement que les légendes des mers ne sont pas que de simples contes. Des selkies, des hybrides, aux sirènes des anciens marins, des serpents de mer observés, aux kraken mythiques, sans oublier les globsters échoués qui continuent de nous fasciner, chaque récit nous rappelle que l'océan recèle encore d'infinis mystères. Ces créatures, qu'elles aient une base réelle ou qu'elles soient totalement inventées et relèvent du folklore, elles incarnent la fascination et la peur que suscite l'inconnu. Elles nous invitent à respecter la mer, à écouter ses histoires et à ne jamais sous-estimer l'imagination et l'expérience des marins d'autrefois comme ceux d'aujourd'hui. Et si ces monstres n'étaient pas, au fond, que le miroir mouvant de nos propres abîmes ? Si vous, auditeurs, vous avez été témoin d'observations étranges en mer,
en rivière, de phénomènes paranormaux liés à l'eau ou d'expériences inexpliquées, n'hésitez pas à me contacter. Nos témoignages enrichissent notre exploration et pourraient être partagés dans une prochaine émission, car chaque récit apporte sa pierre à l'édifice du mystère. Enfin, préparez-vous pour notre prochaine aventure. On se retrouvera le 18 novembre 21h pour une émission spéciale sur la 4e rencontre ufologique de Montsoreau qui s'est tenue le 25 et le 26 octobre dernier. Sur place, je vous raconterai mes rencontres avec des passionnés, je vous ferai un résumé des conférences et vous recueillerez mes impressions. On parlera des ovnis et du nucléaire, ainsi que de la fameuse vague du 5 novembre 1990. Une rencontre qui promet de révéler encore de nouveaux mystères et de nourrir notre curiosité pour l'inconnu. D'ici là, restez curieux, audacieux et attentifs aux signes qui se cachent derrière les flots ou dans le ciel. Car comme nous l'avons vu aujourd'hui, la frontière entre légende et réalité est parfois bien plus mince que nous l'imaginons. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.